Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Aujourd'hui, j'aimerais refaire un format que j'ai pas fait depuis un an, voire même plus. C'est le format rétro rugby dans lequel je reviens sur un match de rugby qui m'a marqué pour l'analyser, remettre dans son contexte, faire un petit peu d'histoire du rugby quoi. Et pour cette vidéo, j'ai choisi une rencontre qui est assez récente, c'est la plus récente dans les rétro rugby que j'ai fait je pense, mais qui pour moi revêt une importance toute particulière, c'est le France-Angleterre, le Crunch de 2020. Mais avant de commencer, j'aimerais mentionner l'équipe de France de rugby à 7 qui a remporté l'or au JO. J'ai pas pris le temps de faire une vidéo sur le 7 au JO, déjà parce que je suis pas un spécialiste de cette discipline, et puis le temps que je fasse une vidéo, que je la monte, que je la sorte, je pense qu'on aurait dépassé les délais quoi, ça aurait plus été d'actualité. Donc bravo les gars, merci à vous de nous avoir fait vibrer, vous nous avez rendus fiers. Et vu qu'en ce moment, tous les regards sont braqués sur Antoine Dupont, je pense qu'il peut être important de revenir sur un moment, sur un match qui, à mon sens, a marqué sa carrière en tant que joueur. C'est un des matchs qui, je pense, l'a fait grandir. Mais avant ça, je vous laisse avec un petit mot du sponsor du jour, CyberGhost VPN. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un VPN, c'est un logiciel bien pratique et bien utile pour surfer en toute sécurité sur Internet. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, la meilleure solution, c'est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, de réserver par exemple des vols, des voyages, des hôtels pour moins cher en vous connectant dans différents pays. Vous pouvez aussi avoir accès à des contenus qui sont payants en France mais qui sont gratuits à l'étranger. Par exemple, pour voir la Formule 1, le plus simple c'est de se connecter en Belgique pour bénéficier de la RTBF. Vous pouvez aussi accéder à des articles de journaux américains qui bloquent les IP européennes, mais surtout ça permet d'augmenter votre catalogue de VOD en ayant accès au catalogue étranger de vos plateformes préférées. En tout, ça marche pour une quarantaine de services à travers le monde, car CyberGhost VPN possède une solide base de 11 000 serveurs dans plus de 110 pays autour du globe. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi par exemple vous offrir un abonnement YouTube Premium pour seulement 1,50€ par mois en vous connectant par exemple depuis une adresse IP indienne, ce qui enlève déjà toutes les pubs de YouTube. Ça c'est cool, ça vous donne un accès illimité à YouTube Music, donc c'est comme avoir un Spotify à 1,50€ au lieu de 15€ par mois. Mais aussi, il faut savoir que ça rémunère bien mieux vos créateurs favoris. CyberGhost VPN est un leader mondial de la sécurité sur Internet avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note qui avoisine les 5 étoiles sur Trustpilot. Grâce à CyberGhost, tout un monde va s'offrir à vous pour à peine plus de 2€ par mois, car avec mon lien qui est en description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% sur l'abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts. Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur Internet tout en soutenant mon travail. En plus, ce qui est cool, c'est qu'avec un seul compte seulement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents et ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. Windows, iOS, Linux, Android et même les plateformes Smart TV et les consoles de jeux. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite tout de même à tenter l'aventure car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Vous n'avez donc rien à perdre et tout à gagner. Merci à CyberGhost VPN de soutenir mon travail. Maintenant, retour à la vidéo. Comme toujours dans les vidéos rétro, j'aime mettre un petit peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer le match. Nous sommes donc le 2 février 2020 au Stade de France pour le 3e match de la première journée du tournoi Destination et le 15 de France s'apprête à recevoir son ennemi héréditaire, le 15 de la Rose, qui fait alors office de grand favori. Pour rappel, 4 mois auparavant, les Anglais deviennent vice-champions du monde en échouant en finale contre les Springboks, après avoir notamment sorti un match dantesque pour sortir les All Blacks en demi. L'équipe d'Eddie Jones est donc un groupe bien rodé qui se connaît sur le bout des doigts et qui bénéficie de joueurs expérimentés avec devant une première ligne Marler, George, Sinclair, poussée par une deuxième et une troisième ligne redoutable avec des joueurs comme Itoje, Lowes, Underhill, Curry, le tout mené par l'axe Young, Ford, Farrell, sans oublier le puissant anglo-samoan Manu Tulagi. Et puis derrière, ça va toujours aussi vite avec May et Daly aux ailes. En tout, ce 15 de la Rose cumule 690 sélections, pour une moyenne environ de 46 par joueur. C'est donc une équipe clairement favorite qui compte bien sur ce tournoi 2020 pour se relancer après sa terrible désillusion en Coupe du Monde. En face, par contre, peu d'observateurs savent ce que vaut vraiment cette équipe de France. En effet, il s'agit de la première pour le nouveau sélectionneur Fabien Galtier, qui sort enfin de l'ombre de Jacques Brunel, à qui il succède. On rappelle qu'il avait déjà été intégré au staff de Jacques Brunel juste avant la Coupe du Monde, et sous son influence, les Bleus avaient laissé entrevoir une lueur d'espoir, d'abord en battant les redoutables Pumas, qui nous promettaient l'enfer pour le premier match des Bleus en Coupe du Monde, puis en parvenant à se qualifier en quart de finale, où ces joueurs ont longtemps dominé physiquement et tactiquement les Gallois, avant que de cruels faits de jeu ne viennent gâcher la fête. Ça c'est encore un traumatisme pour moi, dites-moi si un jour vous
voulait qu'on réanalyse ce quart de finale entre la France et Pays de Galles en 2019. Enfin aux manettes de l'équipe de France, le Lotois d'origine a pu mûrir son projet pour proposer un nouveau plan de jeu, une nouvelle ambition en vue de l'échéance 4 ans plus tard de la Coupe du Monde en France. Il s'est ainsi très bien entouré, rassemblant un staff étoffé pour s'en donner les moyens. Raphaël Ibanez en manager, Sean Edwards, l'anglais spécialiste de la défense, Laurent Labitte pour l'attaque, William Servat à la mêlée et Karim Ghezal pour la touche. Ça paraît assez évident vu comme ça puisque maintenant c'est la norme d'avoir des staffs pléthoriques avec beaucoup de spécialistes sur plein de secteurs de jeu différents, mais avant lui en France c'était assez peu fréquent que d'autres techniciens du staff soient mis en avant, c'était souvent le sélectionneur qui était vu comme seul maître à bord du navire France. Là, Fabien Galtier marque un infléchissement de sa stratégie et de sa communication en donnant de longues conférences pour mettre en avant son projet, sa vision, notamment en mettant l'accent sur les fameuses data pour construire son groupe et son plan de jeu. Ce France-Angleterre est donc pour lui et son groupe un premier baptême du feu, une épreuve pour laquelle beaucoup ne donnent pas cher de la peau des Bleus, dont l'effectif a beaucoup changé ces derniers mois. En effet, de nombreux joueurs ont mis fin à leur carrière internationale après la Coupe du Monde, des joueurs cadres tels que Lopez, Huget, Picamol, Médard ou encore Guirado ont ainsi laissé leur place à la nouvelle génération. Et justement, la compo des Bleus, la voici. En première ligne, les Toulousains Baye et Marchand sont alignés auprès du tristement célèbre Aouas qui honore sa première cape. En deuxième ligne, les Franco-Sudaf sont présents avec Villemc et Leroux qui fait figure d'ancien du haut de ses 30 ans à peine. En troisième ligne, il est amusant de constater que ça n'a pas beaucoup changé parce qu'on retrouve Cross, Olivon et Aldrit. Idem à la charnière avec Dupont et Ntamak qui sont secondés par la paire de centres étincelante Fickou-Vakatawa. Franchement, cette paire Fickou-Vakatawa, un jour il faudra qu'on en parle parce que pour moi c'était l'une des plus belles du rugby français et je suis vraiment dégoûté que les circonstances aient fait qu'on ait dû y mettre fin. Et au fond du terrain, Ratez et Thomas encadrent la première cape du premier ovni du mandat Galtier avec Anthony Boutier qui aura la charge de garder l'arrière alors qu'il jouait en Pro D2 la saison précédente à Vannes. Au total, seulement 223 sélections sur ce 15 de départ pour une moyenne d'environ 15 par joueur, soit 3 fois moins que les Britons. Et même si cette équipe aligne de nombreux talents sur le papier, peu de supporters croient vraiment dans les chances du 15 de France de faire tomber le 15 de la Rose pour le premier match du tournoi. Armés de leur volonté et de leur insolence, c'est donc le couteau entre les dents que les Bleus s'apprêtent à accueillir leur rival originel. Le coup d'envoi est lancé et les Bleus sont directement mis à l'épreuve. Aldrit est attendu à la réception, mais Dupont parvient à sortir de son camp. Sur leur première possession, les Anglais décident de tester le petit nouveau en envoyant une chandelle sur Anthony Boutier. Ce dernier ne tremble pas et dégage son camp. Comme souvent, les premières minutes ressemblent à un round d'observation, les adversaires se toisent et cherchent la faille sans réellement dégainer. Mais quelques minutes plus tard, les Anglais décident de prendre l'initiative pour lancer la partie. Sur un lancement sur touche, Manu Tuilagi est servi pour venir tester le jeune Ntamak. Lancé plein fer, il est cependant arrêté par un courageux plaquage, tandis qu'Aldrit fait de son mieux pour ralentir la libération de la balle. Et le Rochelet vient là probablement de réaliser un geste d'or, qui peut paraître anodin, certes, mais un geste d'or quand même. Car il vient tout bonnement d'annihiler une botte secrète gardée dans la manche des Anglais. En effet, ces derniers tentent de constituer un maul au milieu du terrain, en mimant le move secret que leur ont fait subir les Springboks en finale de Coupe du Monde. En y regardant bien, juste après la touche, les joueurs du pack anglais se sont précipités pour venir se redistribuer dans le sens et permettre de constituer un maul au centre du terrain, en laissant seulement Underhill, le seul avant restant, au déblayage. Ce ne fut cependant pas suffisant pour déloger Aldrit qui, grâce à son travail de sape, a évité que Vakatawa ne se retrouve seul face à 7 Anglais. Ça aurait pu être une tactique payante d'opposer la puissance de feu du pack anglais face à des 3/4 français qui s'attendent pas du tout à devoir défendre un maul, mais au lieu de cela, l'attaque perd tout son souffle et Cross et Marchand viennent très bas sur Marler et font capoter ainsi toute l'opération. C'est un premier point psychologique marqué par l'équipe de France, mais l'Angleterre ne se démonte pas. Une minute plus tard, Underhill profite d'une touche manquée pour récupérer la gonfle et amener du danger proche de l'embut tricolore. Rattrapé in extremis par Dupont, les Anglais mettent néanmoins la marche en avant et dominent les collisions. Mais c'est sans compter sur une petite malice d'Aldrit qui vient innocemment gêner le relayeur anglais, là, l'air de rien, brisant ainsi toute la dynamique de l'attaque et permettant à ses partenaires de se replacer pour attendre les Anglais de pied ferme. La défense peut alors monter vite et sous pression, Curie fait un en avant et Ntamak redonne de l'air à ses troupes. Passé proche de la correctionnelle, le 15 de France part à l'attaque. Sur touche, il envoie le puissant Vakatawa pour défier le centre du terrain et on enchaîne plusieurs temps de jeu auprès pour avancer.
Sur le retour, Aldrit se propose parfaitement lancé à hauteur et parvient à faire reculer les Anglais et à libérer son ballon rapidement. Il n'en fallait pas plus pour Dupont qui bonifie cette action en démarrant au ras. C'est vraiment, ça c'est ses ballons préférés. Quand le ballon est disponible et que t'as avancé, là, faut s'inquiéter. Voyant que Maro Itoje coupe la transmission avec Ntamak, il fixe Underhill et libère dans son dos pour Teddy Thomas qui surgit au dernier moment. L'ailier déchire la défense avant d'être rattrapé in extremis à 5 mètres de l'embut anglais. L'action est bonne à jouer, mais le sournois Itoje fait capoter l'opération en tapant dans le bras de Dupont au moment d'éjecter. Même si le ballon est conservé, le souffle de l'attaque est perdu et on repart sur un ballon lent. Pourtant, Ntamak sert Fickou qui retrouve de l'avancée en étirant la défense jusqu'à la touche. Poussé par le public du Stade de France, Dupont et ses gros savent qu'ils ne sont plus très loin et affrontent durement la défense albion. Alors que les avants se redistribuent dans la largeur, Ntamak flaire le bon coup. Il voit que dans le fermé sont restées les premières lignes anglaises, donc des joueurs moins rapides qui viennent de faire un gros effort et qui sont un peu dans le rouge. Alors que les meilleurs défenseurs anglais, eux, sont tous placés grand côté pour assumer la nouvelle attaque tricolore. Il inverse ainsi sa course et appelle Dupont pour jouer le retour. Pris par surprise, les Anglais se focalisent sur l'ouvreur, sans remarquer le malicieux Ratez qui gravite dans son intérieur. Il faut dire aussi qu'Awaz participe à la confusion en prenant du temps à se replacer et il gêne quelque peu la vision de la défense. Quoi qu'il en soit, l'ailier rochelais arrive avec beaucoup de vitesse et parvient à se défaire facilement de Youngs pour marquer le premier essai du match sous les clameurs de la foule. Les Bleus mènent ainsi 7-0 au bout de seulement 7 minutes. Mais cette joie n'est que de courte durée. Sur le renvoi, Aldrit est amené en touche, rendant une précieuse munition au 15 de la Rose dans les 22 mètres tricolores. Une fois n'est pas coutume, Tuilagi est lancé pour aller chercher Ntamak qui subit l'impact logiquement. Fickou nous gratifiant au passage d'un très bel air plaquage. Mais heureusement, Bernard Leroux, en tant que papa du groupe, vient à la rescousse de son jeune numéro 10 pour renverser le colosse samoan. Mais même si l'élan anglais est quelque peu rompu, l'action reste dangereuse. Devant la forte montée en inversée de la défense française, Ford joue très juste avec une passe laser qui décale Furbank son arrière dans l'intervalle. Mais celui-ci dégueule le ballon et Boutier parvient finalement à dégager. Les Anglais peuvent être frustrés, cela fait déjà 2 fois qu'ils commettent ce genre d'erreur dans une zone de marque. D'autant plus que suite à la belle action tricolore qui suit cette en avant, le 15 de France pousse son adversaire à la faute, Ntamak enquille une pénalité et les Bleus mènent 10-0 au quart d'heure de jeu. Et la frustration va s'accentuer lorsque suite à un renvoi, les hommes d'Eddie Jones récupèrent un ballon de turnover et pénètrent une 3e fois dans les 22 mètres français. Mais c'était sans compter sur l'acharnement défensif du 15 de France qui fait pleuvoir les plaquages. Les Bleus attendaient justement la venue du spécialiste Sean Edwards pour se renforcer dans ce secteur et je pense qu'il a pu être satisfait suite à cette séquence. Phase après phase, les Bleus montent en puissance et parviennent à faire reculer leurs adversaires quasiment jusqu'aux 40 mètres, alors que l'action a débuté au 22. Dans un aveu d'échec, Ford se résout finalement à rendre le ballon au pied. C'est un coup dur pour les champions du monde qui ne trouvent pas la faille et 2 minutes plus tard, le sort continue de s'acharner. Alors que Dupont tente un box kick, Itoje surgit pour le contrer. Le ballon adopte une drôle de trajectoire, il trompe les réceptionneurs, rebondit sur Lowes et atterrit dans les mains de Ratez. Persuadé que Charles Olivon a commis un en avant en allant au contest du ballon, les Anglais s'arrêtent de jouer un instant, laissant le champ libre à l'ailier qui peut jouer un 2 contre 1 avec son capitaine. Olivon ne se fait pas prier et file dans l'embut. L'arbitre vidéo vérifie l'action sous toutes les coutures et n'y trouve rien à redire. 17-0, le score s'alourdit un peu plus. Le contre-coup psychologique commence à être très dur pour les Britons qui commettent de nombreuses fautes de main sur quasi chacune de leurs initiatives. De leur côté, les Bleus montent en puissance et prennent confiance. Ils bataillent sur tous les rucks pour ralentir les sorties de balles et parviennent même à glaner de précieux turnovers, comme sur cette action dangereuse où Boutier parvient finalement à se dégager avec un coup de pied tonitruant de plus de 80 mètres. Une action mémorable saluée par les hurrahs des supporters. Et ponctuée également, je pense que vous vous en souvenez, par un sacré jeu de mots de Mathieu Lartaud. Il a boutié les Anglais. Il est en feu. Ah oui. Désorientés, les Anglais continuent sur un faux rythme en enchaînant les erreurs et les fautes de main, Farrell commettant ainsi 2 en avant grossiers qui ne lui ressemblent pas, tandis qu'Aldrit gratte un nouveau ballon à 5 mètres de la ligne française. En toute fin de mi-temps, cependant, les partenaires de George Ford ont une occasion de marquer avant de rentrer au vestiaire. Sur une pénale touche, Johnny May, l'ailier, est bien servi dans la zone de fracture et son équipe investit les 22 mètres français. Pendant de longues minutes, le 15 de France va encaisser les assauts incessants, sans toutefois concéder un pouce de terrain. Cette rigueur défensive finit par payer, et au bout de 15 temps de jeu, vous le voyez arriver, les Anglais commettent un en avant. Ça, les Français, ils mènent au score des points, mais au score des en avant, je pense que les Anglais, ils sont champions sur ce match. La mi-temps est sonnée, 17-0 pour le 15 de France, les hommes d'Eddie Jones rentrent au vestiaire, l'air hagard.
Mais bien décidé à se reprendre en main, c'est plein d'intention que les roast beef attaquent la seconde mi-temps. Ford trouve ainsi une superbe touche à 5 mètres de l'embut français, et le lancer n'est pas maîtrisé par l'alignement tricolore. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore la règle du 50-22, donc c'était au bleu de relancer. Itoje est refoulé in extremis par l'inflexible Bernard Leroux, et revoilà les Français dans la zone rouge. La ligne bleue tient bon durant 9 temps de jeu consécutifs avant de finalement se mettre à la faute. Et les Britanniques, se refusant à prendre les points, décident alors de partir sur une mêlée en face des poteaux. Et c'est là une position optimale pour attaquer, surtout à 5 mètres de la ligne. Car la défense doit surveiller les deux côtés du terrain. Normalement, là, si tu fais pas d'erreur, c'est essai à 80% sur ce genre d'action. Le ballon est éjecté pour Ford et ça sent pas très bon pour les Français. Bien que la défense soit à l'équilibre, on voit que Vakatawa ne glisse pas pour laisser Ford à Dupont, ce qui crée un décalage, obligeant Teddy Thomas à défendre sur les deux centres anglais. George Ford identifie parfaitement la faille et sert Joseph dans l'intervalle, qui s'en va dans l'embut, sauf que non, ce dernier échappe le ballon, bien repris par Boutier. Retour donc à l'avantage car la défense était partie hors jeu, et les Britons, qui n'apprennent jamais de leurs erreurs, reprennent la mêlée, font des pick and go, et finissent par se faire gratter le ballon une nouvelle fois. Là j'avoue que j'ai commencé un peu à perdre le compte, là. Le nombre de ballons perdus par les Anglais c'est assez affolant. Au passage, remarquons la belle malice de Vincent Rattez qui vient l'air de rien balancer le casque d'Itoje. Ça fait plaisir, surtout qu'Itoje est tout sauf le dernier des chambreurs. Ça, c'est un vrai move digne d'un demi de mêlée. Vous commencez à le comprendre, je pense, mais chaque initiative anglaise est annihilée par l'acharnement défensif des Français. Chaque entreprise britannique est sanctionnée, soit par un grattage, soit par un plaquage, soit par une faute de main commise sous la pression défensive. Les Britanniques commencent à s'énerver et à sortir du cadre, comme sur ce plaquage à retardement d'Ellis Genge sur Romain Ntamak après un coup de pied. Le jeune ouvreur semble touché à un genou et prend beaucoup de temps avant de regagner sa place, mais finalement plus de peur que de mal, malgré les terribles images. Toujours 17-0 à la 54e minute, les Bleus ont une touche à jouer dans les 30 mètres anglais. Le lancer est dévié pour Cross qui subit l'impact mais parvient à servir Antoine Dupont d'une chistera. Le jeune prodige ne se pose alors pas de questions, il crochette intérieur et repique dans le couloir des 15 mètres pour prendre à revers le pack anglais tout juste remis de la touche. Au passage, il rafute méchamment Itoje et s'offre une chevauchée en solitaire avant de servir son capitaine qui s'offre un doublé. L'essai est accordé tandis que les équipes s'empoignent. La tension est montée d'un cran en raison de la frustration des Anglais et du mauvais geste de Kowandiki qui a plongé sur le flanqueur français. Le score est alors de 24-0 et le match se dirige vers une sévère déculottée pour l'Albion qui prend une vraie leçon de rugby de la part d'une équipe qu'elle avait écrasée à Twickenham un an plus tôt. Ouais, là pas sûr qu'on fasse un rétro-rugby sur la déculottée à Twickenham en 2019. Piqué dans son orgueil, l'équipe d'Owen Farrell tente de repartir à l'attaque. Si le capitaine anglais est bien refoulé par ce double plaquage, Aldrit vient inutilement se consommer dans le ruck et est donc trop court pour prévenir le départ de Youngs dans le fermé. Ce qui fait qu'il laisse Rattez seul à devoir défendre un 2 contre 1 avec l'anglais Johnny May. L'ailier anglais joue le tout pour le tout et tape par-dessus, il met les cannes, prend tout le monde de vitesse et file dans l'embut. Enfin, le score se débloque pour le 15 de la Rose qui se récompense de ses efforts. Cela a pour effet de galvaniser les Anglais qui commencent à prendre le dessus en mêlée, occasionnant une nouvelle empoignade. Grâce à une pénale touche, les revoilà dans le camp tricolore à enchaîner les phases de jeu. Si les Français se démarquent par des plaquages ravageurs, ils manquent toutefois de lucidité. Aux alentours de la 9e phase, la ligne tricolore, pourtant en sous-nombre, décide de monter en rush. Ce qui est assez dangereux parce que normalement, quand tu es en sous-nombre, tu ne cherches pas à monter en rush parce que si jamais le ballon est transmis en bout de ligne, il n'y a plus personne pour défendre. Tu essayes plutôt de défendre en contrôle, en glissant pour amener progressivement les attaquants vers la touche. Donc les Français montent en rush, mais la réalisation est médiocre. Vakatawa ne parvient pas à couper les extérieurs et Ford en profite pour adresser une longue passe en profondeur. Elliott Daly joue avec son ailier Johnny May qui décolle et là encore déborde toute l'arrière-garde française pour filer dans l'embut et marquer un doublé. Les Bleus viennent de concéder 2 essais en 10 minutes et on sent que le vent commence à tourner. La fin de la partie se déroule sous tension extrême pour les Bleus, qui subissent la pression offensive des Anglais et il leur faut de longues minutes avant de pouvoir endiguer leur avancée. Cet effort intense réduit logiquement leur lucidité et Woki rend donc involontairement le ballon sur un offload qui est pas nécessaire alors qu'il est dans ses 22 mètres. Cela laisse présager une fin de match difficile à négocier pour le 15 de France qui se retrouve encore une fois à devoir défendre dans son camp. D'autant plus que Vakatawa commet une nouvelle erreur défensive. Alors c'est vrai que j'adore Vakatawa, mais sur ce match-là, défensivement, c'est pas le GOAT, puisqu'il monte seul en se déconnectant de ses partenaires, laissant la porte grande ouverte pour George Cruz qui arrive lancé comme un frelon sur le pauvre Anthony Boutier.
Heureusement, le colosse britannique est stoppé et retourné dans l'en-but. Mais cela offre alors une précieuse mêlée à 5 mètres sous les poteaux pour les visiteurs. Oui, parce qu'à l'époque, là aussi, les règles n'avaient pas encore changé. Quand il y avait un joueur qui était retourné dans l'en-but, le ballon revenait à l'attaque et non pas à la défense. Le danger est donc bien réel sur cette action, puisque je rappelle, on joue une mêlée en face des poteaux à 10 mètres de l'en-but, mais Dupont prend ses responsabilités et il sort la bûche en coupant Willi Heinz lors de son départ. L'Anglais explose littéralement en vol et commet un en avant, rendant la mêlée aux Français. Les ralentis sont éloquents et arrachent des rugissements de joie de la part du public français. Il reste alors à peine 2 minutes à tenir. Ficou avance et les Bleus gardent le ballon, bien décidés à le garder au chaud jusqu'à la sirène. Mais c'est une prise de risque assez conséquente au vu de l'énergie que cela requiert face à la puissance physique anglaise qui manque de peu de ramener les Français dans leur en-but. Et là, sûrement éreinté par cette longue partie et par cette fin de match usante, Antoine Dupont perd sa lucidité. Il confond ainsi 79e minute et 80e minute, et pensant que le match est terminé, il éjecte alors le ballon dans les tribunes, croyant ainsi remporter la rencontre, alors qu'il reste 1 minute à jouer. Ses partenaires sont frappés de stupeur. D'autres, comme Teddy Thomas, en rigolent, car le match est de toute façon gagné, l'Angleterre n'aura jamais le temps de revenir à hauteur du score. Cependant, cela aura des conséquences sur le classement final du tournoi. En effet, sur la mêlée qui suit, les Anglais dominent et ils gagnent une pénalité, ce qui leur permet de récolter un précieux bonus défensif. C'est ce petit point de bonus, arraché dans les derniers instants, qui contribuera à leur sacre 6 mois plus tard, lorsque le tournoi 2020 sera achevé après la parenthèse Covid, coiffant ainsi les Bleus au poteau, qui finiront 2e seulement. Mais pour le moment, les Bleus laissent exploser leur joie. Ils viennent de lancer leur histoire commune en faisant tomber l'ennemi héréditaire, pourtant archi favori, et prouvent qu'ils peuvent briser la malédiction. Eux qui par le passé ont trop souvent laissé la victoire leur échapper dans les derniers instants, ont finalement réussi à s'imposer. Au terme d'un match défensif monumental, mené par Aldrit et Leroux notamment, ils ont enrayé la machine anglaise pour s'offrir un premier succès qui va lancer leur tournoi. Une semaine plus tard, ils disposeront de l'Italie avant de s'imposer au Pays de Galles pour la première fois depuis 10 ans et battront l'Irlande en plein Covid. Au final, seule la défaite à Murrayfield noircira le tableau de ce premier tournoi de l'ère Galtier. Personnellement, je vous le disais, c'est un match qui est important pour moi parce qu'il a changé la perception qu'avaient les gens du 15 de France. À l'époque, j'étais en Erasmus en Écosse et avant le match, avant le début du tournoi, je me faisais charrier un peu par mes coéquipiers écossais comme anglais, parce qu'il y avait aussi des anglais dans l'équipe, qui me disaient que voilà, bonne chance contre les anglais parce que nouvelle génération, nouveau sélectionneur, nouveau mandat, etc. Et le fait d'accueillir les anglais pour débuter, c'est pas la meilleure affiche pour lancer son mandat. Et puis aussi, il faut dire que le 15 de France sentait un petit peu la loose après des années de défaites encourageantes et surtout son marasme, son auto-sabotage en Coupe du Monde. Et ce match-là, je l'ai vraiment vécu comme une revanche. Là, c'était pas une victoire arrachée in extremis contre une équipe moyenne avec des faits de jeu un peu discutables, non. C'était une victoire claire et nette d'emblée. Un match engagé et globalement maîtrisé dans lequel on a mené 24-0 contre l'Angleterre, quoi. Et c'est assez frappant de constater à quel point quasiment l'essentiel de la stratégie Galtier a été retranscrite sur ce match alors que c'est son premier match. J'entends par là grosse défense, même s'il y a eu des failles à chaque fois elle s'est reprise, des possessions avec des artilleurs qui envoient le ballon loin dans le camp adverse dès que possible, et surtout des ballons de turnover qui sont joués à fond et qui finissent par payer. Une recette minimaliste certes, mais redoutablement efficace au vu des résultats qu'elle nous a apportés par la suite. Voilà pourquoi j'ai voulu revenir sur cette partie. Dites-moi maintenant à vous dans les commentaires quels souvenirs vous avez eu de ce match. Est-ce que c'est un match qui vous a marqué comme moi ça a pu l'être? Si on passe par la boulette d'or et le geste d'or, je pense que pour le geste d'or, il y a sûrement des grattages d'Aldrit qui nous ont vraiment sauvé la mise. Il y a aussi ce plaquage de Dupont sur Willi Heinz, vraiment qui est dévastateur quoi, et qui permet de couper tout espoir de remontée anglaise. Et pour la boulette d'or, il y a des candidats, je pense à Farrell avec ses 2 en avant consécutifs, il y a aussi Young qui fait cette passe là, je comprends même pas ce qu'il essaye de faire, mais je pense qu'au vu des conséquences que ça a eu pour la suite, le dégagement précoce de Dupont dans les tribunes est sûrement la plus belle boulette d'or. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut en retenir. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, merci de m'avoir regardé, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien qui est en description, et ainsi vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ainsi que de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et économisez de l'argent grâce à CyberGhost VPN, et je rappelle que vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Bref, merci à vous, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et bon courage à ceux qui bossent. Je vous dis à la prochaine, bye Lovali.